Après avoir rejeté toute initiative de paix portée par la Fédération de Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'adressant à Donald Trump, s'est dit favorable aux négociations, question de trouver un cessez-le-feu immédiat qui mettrait un terme au conflit qui oppose depuis plus de 2 ans Kiev à Moscou. Lors d'une réunion aux côtés de Donald Trump et Emmanuel Macron, tenue en France le week-end dernier, Volodymyr Zelensky a aussi révélé ce dimanche l'ampleur des pertes officielles subies notamment par l'armée ukrainienne depuis 2022. 43 000 personnes tuées au total pour 370 000 blessés. Une triste réalité, situation difficile qui fait revenir Kiev sur la table des négociations. Que vaut cette main tendue de Volodymyr Zelensky, longtemps catégoriquement opposé à toute concession avec Vladimir Poutine? Pourquoi adoucit-il sa position? Quelles sont les conditions mises sur la table par Kiev? Voilà, mesdames, messieurs, quelques questions sur lesquelles nous reviendrons en première partie de cette émission. Et puis, vous le savez, l'actualité mondiale dominée par ce coup d'État du côté de la Syrie. Bachar al-Assad a-t-il été lâché par ses alliés? Russie, Iran, Turquie, entre autres. Quelles implications sa chute aura-t-elle au Moyen-Orient? Quels enseignements les Africains doivent-ils tirer de ce coup d'État? 3 questions majeures ce soir au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Alors que du côté de Damas, la situation reste toujours aussi confuse au lendemain de l'offensive menée par le groupe rebelle terroriste Hayat Tahrir al-Sham. Sur le terrain, le chef du gouvernement, Mohammad Ghazi al-Jalali, a exprimé sa volonté d'une transition pacifique du pouvoir et de l'organisation d'élections libres. Mais comment expliquer de façon générale la chute entre autres de Bachar al-Assad? Nous tenterons de comprendre tout cela dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Bien sûr, au même moment, les implications que cet événement pourrait éventuellement avoir, non seulement au Moyen-Orient, mais partout ailleurs. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre émission Le Point sur l'actualité qui démarre à l'instant avec bien sûr 2 thématiques principales ce soir sur la table du débat. Nous reviendrons sur cette première rencontre officielle depuis l'élection du président Donald Trump. Rencontre officielle entre Volodymyr Zelensky et le président élu des États-Unis, le républicain Donald Trump, aux côtés d'Emmanuel Macron. C'était le week-end dernier du côté de l'Élysée. Les premières avancées visiblement au regard de l'agenda déjà chargé de Donald Trump. Pour le républicain, Volodymyr Zelensky est désormais prêt à négocier, à s'asseoir sur une table de négociation avec Vladimir Poutine. Cependant, il émet quelques conditions, nous avons l'occasion de donner certaines grandes lignes justement des conditions préalables mises sur la table par Volodymyr Zelensky. Et puis du côté du Moyen-Orient, la Syrie. Que se passe-t-il du côté de la Syrie au lendemain du renversement de Bachar al-Assad, désormais du côté de Moscou selon plusieurs médias russes? Celui qui était encore considéré il y a quelques heures comme le président de la Syrie a donc, entre autres, démissionné, si on s'en tient à la version officielle du ministère russe des Affaires étrangères. Il a démissionné de son poste. Il se trouve donc du côté de la Russie, sur place du côté de la Syrie. Les rebelles se sont emparés du pouvoir. Mais au-delà justement de tout ce qui s'est passé, nous reviendrons surtout sur les implications de ce coup d'État, aussi bien au niveau de la sous-région qu'au niveau mondial, sur le plan géopolitique, mais également sur le plan géostratégique. Bachar al-Assad a-t-il été lâché par ses alliés? République islamique d'Iran ou encore Fédération de Russie, quel rôle a joué la Turquie dans tout ce qui s'est passé de ce côté? Comment se comporteront entre autres d'autres adversaires tels que les États-Unis ou du moins d'autres partenaires, entre autres ceux d'ailleurs qui soutiennent également la rébellion de ce côté? Nous tenterons de cerner les contours de cette thématique dans quelques instants. À vos côtés, Linda Larbaoui, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir à toute l'équipe de For You Media Africa
Et puis, merci de m'avoir invité. Et puis, bonsoir aussi à vos invités, hein. Je pense que je ne vais pas être seule. Et merci. Vous n'êtes pas seul, Linda. Sur le plateau, nous sommes accompagnés du consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité, Patient Parfum d'Homme. Merci à vous, doyen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Boulengene, le prince de Matom. Bonsoir à Madame Linda Larbaoui, à nos nombreux millions de téléspectateurs, anciens curieux auditeurs, sans oublier nos techniciens. Et bonsoir à l'Afrique qui se bat, qui tente par tous les moyens de retrouver sa souveraineté. Je crois que le cas syrien doit nous amener à être foi sur les enjeux de ce monde, mais surtout à comprendre qu'aucun de nos États ne s'en sortira seul. Sans unité, nous n'irons pas très loin, parce que les forces que nous avons en face de nous, elles sont non seulement puissantes, mais aussi elles sont déterminées. Merci pour cette invitation. Nous aurons l'occasion d'entrer dans les détails justement de cette thématique dans quelques instants, Patient Parfum d'Homme. Le temps pour nous d'évoquer la première sortie, l'une des premières sorties officielles du président élu des États-Unis, Donald Trump, présent donc du côté de la France le week-end dernier. Il s'est entretenu lors d'une réunion tripartite avec le président français Emmanuel Macron, mais également ukrainien Volodymyr Zelensky. L'Ukraine voudrait bien conclure un accord de paix avec la Russie, a affirmé Donald Trump après justement cette rencontre le 7 décembre dernier du côté de Paris. Dans un message publié ce 8 décembre sur sa plateforme Truth Social, le président élu américain a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations entre Moscou et Kiev. Nous plantons le décor. C'est par le biais d'un message publié sur la plateforme Truth Social que Donald Trump a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à des négociations entre Moscou et Kiev. Une sortie qui intervient au lendemain d'une réunion tripartite avec Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies ont été perdues en vain, trop de familles ont été détruites et si ça continue, cela pourrait se transformer en quelque chose de plus gros et bien pire. Pour le républicain, l'Ukraine a perdu de façon ridicule 400 000 soldats et bien plus de civils dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Aussi, Donald Trump affirme que Volodymyr Zelensky est prêt pour un accord de cessez-le-feu. Zelensky et l'Ukraine voudraient bien conclure un accord et mettre un terme à cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Il faut un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer. Le président élu des États-Unis a promis à plusieurs reprises qu'il mettrait fin au conflit ukrainien dans les 24 heures suivant sa prise de fonction, mais n'a jamais expliqué comment. De son côté, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a rappelé que les conditions pour un cessez-le-feu immédiat avaient été énoncées par Vladimir Poutine en juin dernier, mais que Kiev avait refusé ces conditions et refuse toujours de négocier. Zelensky et l'Ukraine voudraient bien conclure un accord et mettre fin, ou du moins mettre un terme à cette folie. Ils ont perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Il faut un cessez-le-feu immédiat et des négociations doivent commencer. Volodymyr Zelensky étant lui-même favorable à des négociations. Linda Larbaoui, êtes-vous surpris par la posture de Volodymyr Zelensky qui jusqu'ici était catégoriquement opposé à toute concession avec le président russe Vladimir Poutine? Je l'ai annoncé il y a à peu près 3 mois, j'ai dit il y a des négociations qui sont en cours. Donc, si on suit la presse vraiment spécialisée, et si on suit la presse arabo-musulmane qui travaille, parce qu'elle est concernée par ce conflit, on ne peut pas dissocier l'Ukraine de Gaza ou de la Palestine, ça fait un bout de temps que je le dis. Nous retrouvons des Ukrainiens avec la nationalité israélienne, ça va être le deuxième sujet, mais c'est eux qui ont aidé la Syrie à se libérer, on va dire ça comme ça pour le moment. C'était la tête de Zelensky contre celle de Bachar el-Assad. C'est ça la négociation. Le Donbass contre le Golan, le reste du Golan. C'est ça la négociation qui a eu lieu. Par contre, Gaza, elle est défendue par la Russie, par la Chine, par tout le monde. Gaza, c'est encore un autre dossier. Le Liban, ça a été négocié, c'est traité, il y a un cessez-le-feu qui est là.
Et Gaza, ça va être, dans cette négociation qu'ils sont en train de mener, ça va être la fin de la guerre, pas un cessez-le-feu. C'est différent, fin d'une guerre et un cessez-le-feu. Monsieur Lavrov, il y a 2 jours, justement à l'ONU, il a dit textuellement, pour la Palestine, il faut que ça soit un État souverain et indépendant. C'est-à-dire qu'au niveau espace maritime, espace aérien, terrestre, il faut que ça soit un État indépendant. Et tous les enjeux sont là. Et c'est ça qui fait retarder un tout petit peu les négociations. Maintenant que Bachar el-Assad n'est plus là, et Zelensky va partir aussi. Et les États-Unis vont fermer les yeux sur le Donbass. Et puis les Russes et même l'Iran, hein, malheureusement c'est comme ça, le dossier syrien est très compliqué, très compliqué. Donc on va fermer les yeux sur les 10% de terres qui viennent d'être annexées à Israël. Tout le dossier est là et je peux vous dire une chose, que Zelensky a un patron qui s'appelle les USA et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, hein, la Syrie a un patron qui s'appelle la France. C'est un précaré français, la Syrie, ce n'est pas les Russes. On y reviendra tout à l'heure et je vous expliquerai tous les enjeux. Les dossiers des pays arabes, je les connais très bien, je les suis très bien. Ça, c'est ce que j'ai pu vous apporter maintenant. On peut en développer encore davantage. Zelensky, il est à plus de 400 000 morts, mais ça, c'est concernant l'armée ukrainienne, parce que on a rajouté tous les mercenaires qui sont partis combattre auprès des Ukrainiens. Ceux-là, ils ne sont pas comptabilisés, on ne les comptabilise pas. Il y avait même à Koursk, il y avait même les corps qui étaient mangés par les bêtes sauvages, comme les sangliers, les loups, tout ça, et que personne n'est venu chercher pour enterrer parce que ce sont des mercenaires. Et ça, c'est un message pour nos enfants là, de l'Afrique qui partent comme mercenaires. Même quand ils sont morts, il n'y a aucune considération. Donc, si on veut comptabiliser ce qui s'est passé, nous dépassons largement les 500 000 morts. Ça, c'est clair. Au niveau de l'argent, les États-Unis, les États-Unis, comme ça, ils tiennent l'Europe, parce que l'Europe, c'est le plus grand perdant de cette transaction. L'Europe a donné tout ce qu'elle possédait comme armes et maintenant l'Europe est obligée de s'armer. Et elle s'arme où? Eh ben, c'est des pays otaniens, donc c'est les États-Unis qui commencent à faire fonctionner leurs usines pour remplacer tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, d'abord, les États-Unis vont se faire payer par rapport à tout l'argent qu'ils ont donné à l'Ukraine. Ce n'était pas un don, c'était des emprunts. Et après, l'Europe, on verra. Hein, quand l'Ukraine elle aura remboursé les États-Unis, le grand gagnant, et ben là, on pourra éventuellement penser à l'Europe et que l'Europe puisse récupérer ses biens. Il y a toujours les déplacés ukrainiens. Hein. On est dans à peu près 8 millions de déplacés au niveau de l'Union européenne. Ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les faire manger, il faut les habiller, les soigner. Donc c'est aux frais de l'Europe. Les Russes ont gagné un territoire très très riche et c'est un territoire qui vaut 10 trillions de dollars par rapport aux biens que possède le Donbass. Et les Américains, eh ben, ils ont gagné une livraison d'armes qui va durer pendant 30 ans. Ils ont assuré leurs arrières, leurs usines vont travailler et ils ont affaibli l'Europe. Ils ont pris, avec l'histoire du gaz, tout ça, ils ont récupéré tous les par rapport à l'industrie allemande et l'industrie française qui s'est barrée par rapport au prix de l'énergie. Ils ont gagné un autre client, c'est l'Union européenne au niveau de l'énergie. Donc les Européens n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que c'est les vassaux des États-Unis et les Russes se sont bien défendus sur ce dossier-là. Quand j'ai dit la tête de Zelensky contre celle de Bachar el-Assad, je vais l'expliquer tout à l'heure. Je ne vais pas m'aventurer à aborder le deuxième sujet, mais que nos téléspectateurs restent avec nous, que je leur explique ce qui s'est passé. Et ça ne veut pas dire que la Russie a trahi Bachar. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc, je reviens, ça c'était une parenthèse. Dans cette négociation,
qui était déjà en place depuis 3 mois, donc avant le vote, on a réussi à trouver une sortie. Les Russes vont se débarrasser de cette guerre et ça va les soulager. Et ils pourront avancer aussi parce que tout est en statu quo. Quand vous avez une grande puissance comme la Russie ou comme même les États-Unis, il faut pas les États-Unis sont en chute certes, mais c'est encore une grande puissance. Donc quand vous avez les deux grandes puissances qui gèrent le monde et la Chine est atteinte par ce conflit. Donc le monde actuellement ne peut pas avancer sans ces 3 puissances. Nous sommes tous en statu quo et les choses aussi pouvaient aller plus loin. Ça pouvait dégénérer. Si on peut stopper cette guerre, moi ce qui me fait mal, c'est les gens qui meurent et les gens qui meurent pour rien. Maintenant, si les États-Unis ou les Ukrainiens trouvent que 400 000 morts, c'est beaucoup, moi je peux vous jurer que depuis la guerre qu'il y a eu entre la Russie, la France, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les conflits, les actes terroristes, tout ça, je vous parle uniquement au niveau de l'Occident, hein. Il y a plus de 120 millions de morts. Donc les États-Unis n'ont pas pitié. Ils n'auront jamais pitié. Et puis là, ils viennent de dépouiller l'Europe. Et puis, ils ont vendu, eux, je peux dire qu'ils ont vendu un allié qui s'appelle Zelensky. Peut-être qu'il ira en Angleterre. Il y a un choix entre l'Angleterre ou la Suisse. Il a déjà monté une société immobilière très importante. Il a acheté beaucoup de biens avec l'argent qu'il a détourné, et puis c'est les enfants du peuple ukrainien qui sont morts pour que lui puisse s'enrichir avec sa femme. Merci. Merci à vous, Lida Larbaoui, pour ce premier jet. Jusqu'ici, catégoriquement opposé à toute concession avec le président russe Vladimir Poutine, Zelensky, Volodymyr, patient parfum d'homme, se dit désormais prêt à s'asseoir autour d'une table de négociation. Alors, comment justifier cette position, même si le concerné y met tout de même certaines conditions préalables? Entre autres, il reconnaît que l'idée, ou du moins que l'Ukraine pourrait renoncer temporairement à récupérer des territoires contrôlés jusqu'ici par la Fédération de Russie. En échange, il souhaite des garanties de sécurité de la part des pays de l'OTAN et des garanties autour des livraisons d'armement de la part de ses alliés occidentaux, même si ces pays ne souhaitent toujours pas que Kiev adhère aujourd'hui à l'OTAN. Alors qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette position de Volodymyr Zelensky face à Donald Trump? Est-ce parce que clairement son armée rencontre des difficultés sur le terrain au niveau justement du front, ou alors c'est une crainte d'un affaiblissement de l'aide militaire occidentale? Je pense que le principal partenaire de clone Zelensky dans cette aventure qui est un véritable cauchemar pour les populations ukrainiennes, ce sont les États-Unis. Or, les États-Unis, par la voix de son nouveau dirigeant Donald Trump, a été clair. Il n'est plus question de continuer cette guerre. Parce que cette guerre, pour lui, ne cadre plus avec la nouvelle orientation politique qu'il veut donner à son nouveau mandat. C'est un mandat qui doit avoir pour pilier central la refondation de l'économie américaine. Le nouveau cap, c'est de revenir à l'intérieur des États-Unis pour créer une économie compétitive, capable de rivaliser, n'est-ce pas, les Chinois surtout, qui ont pris de l'avance. Et vous savez que pour M. Zelensky, le principal ennemi, c'est la Chine. Parce que sur le plan économique, si l'Amérique perd comme elle est en train de perdre, elle va perdre aussi dans les autres plans en termes d'influence, que ce soit sur le plan scientifique, que sur le plan culturel, militaire, etc. Ils vont perdre. Donc, il faut tout faire pour rattraper cet écart que creuse la Chine, effectivement, avec son allié de circonstances que la Russie, vis-à-vis des États-Unis. Et ça, M. Trump a promis, n'est-ce pas, de refaire de l'Amérique une grande puissance. Et c'est pour cela que cette guerre ne lui sert absolument à rien, parce qu'elle a plutôt contribué à enrichir le lobby, le complexe militaro-industriel, qui ne fait pas partie des priorités de M. Trump aujourd'hui. Alors, donc, Zelensky, il n'a pas d'avis. Il n'a pas d'avis à donner. On lui dit c'est ça qu'il faut faire et il est obligé de le faire. Trump l'a dit, c'est ce qui va se passer. Mais Zelensky est quand même un brave soldat
l'ordre wokiste international dans lequel on avait les Biden, M. Macron, etc., etc. Parce que là, c'est une rencontre qui a été négociée par Emmanuel Macron. Oui, mais en plus dans une cathédrale catholique. Ça fait beaucoup de contradictions. De la réouverture de Notre-Dame. Ah oui, ça fait beaucoup de contradictions pour eux-mêmes, pour un sujet aussi délicat. Donc je crois que ce qui va se passer, c'est que Zelensky va donner l'impression qu'il tient encore quelque chose, qu'il peut encore émettre un avis, mais en réalité, d'ailleurs, il a repris le président Trump, il dit non, on n'a pas perdu 400 000 soldats, c'est plutôt 43 000. C'est pour vous dire qu'il veut toujours donner l'impression qu'il y a la manœuvre. Mais la brillante analyse de Mme Larbaoui est tout juste. Il est en train de préparer tout simplement son départ, mais en tentant de créer encore le maximum de dégâts. Donc, maintenant, quand il émet certaines conditions, il est prêt à perdre temporairement certains territoires. Mais en échange, il voudrait des garanties de sécurité de la part des pays membres de l'OTAN. Si, par exemple, prenons seulement le cas de une continuité dans la fourniture d'armes qu'il réclame, cela veut dire qu'il prépare la guerre. Seulement cet élément sonne dans les oreilles des Russes et de tous les observateurs comme quelqu'un qui, en réalité, veut tout simplement un petit tempo et il va reprendre la guerre. Le deuxième sujet sera assez évocateur là-dessus, avec ce mouvement qui avait fait semblant de replier, mais dont on était en train de bien nourrir, et avec l'aide des États-Unis et de la Turquie, curieusement de la CIA, de la Turquie et d'Israël qui a pu arriver à ses fins. Donc je pense que ce qui se passe là, M. Zelensky, son avis ne compte pas beaucoup. C'est M. Trump qui va être la manœuvre. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas Biden qui est là, alors qu'il est toujours président des États-Unis. Mais on prend l'homme avec qui on va traiter dorénavant. M. Macron non plus, il n'a fait qu'articuler des instructions qui lui ont été données par leur groupe, par le puissant lobby qui dit bon, faites-le venir, essaie de dire que c'est parce que lui-même politiquement il n'a plus de force, et Trump le sait. Trump sait que Macron il est en difficulté sur le plan politique en interne, donc il ne peut pas être une personne qui peut peser lourdement dans les négociations qui vont avoir lieu là bientôt entre la Russie en réalité et les États-Unis. Les autres n'étant que des petits supplétifs qui accompagnent les États-Unis dans cette négociation qui sera, à mon sens, assez serrée avec la Russie. Alors, moi, ce que je peux tirer comme conclusion de cette affaire, c'est que certes, les États-Unis sont en décadence, mais ils gardent toujours les capacités de nuisance. Il faut faire très attention. Ça, c'est aux Africains que je le dis. Parce que souvent, nous sommes euphoriques au niveau de notre continent. Les États-Unis, c'est fini, ils ne valent plus rien, ils ne peuvent plus rien faire. Attention. Attention. Ça va prendre des décennies avant que cet empire-là s'écroule totalement. Mais dans ces décennies qui vont suivre, ils auront toujours la capacité de nuire et de créer vraiment de sérieux problèmes à tous ceux qui, sur leur passage, ne donnent l'impression de vouloir s'éloigner d'eux. Donc, à nous les Africains, de bien réfléchir et de constater que dans cette affaire, nous avons plutôt intérêt à muscler le jeu de notre côté. Parce que si nous continuons à rester ce que je vois là, au niveau de l'Afrique, effectivement, ça peut être que la parlotte sur les plateaux, n'est-ce pas, pour se faire beau, pour donner l'impression qu'on existe, ou bien se gargariser d'une certaine force en réalité qu'on n'a pas, parce que le niveau de force, là, au niveau de ce tatami, je crois que nous sommes moins que de poids plumes pour pouvoir jouer dans ce grand espace. À nous de continuer à tirer les conséquences de tout ce qui se passe. Voilà, Zelensky va être lâché. Les pauvres Ukrainiens ont été massacrés pour rien. D'ailleurs, on veut faire revenir la Constitution, je crois, à l'âge de 18 ans. C'est pour vous dire qu'il n'y a plus personne là-bas pour pouvoir combattre efficacement. Et deuxièmement, pour finir, c'est le rôle de la Chine. Parce que la Chine, là aussi, certainement aura son mot à dire. D'autant plus que... Ce n'est pas faute d'avoir essayé. La Chine a proposé un plan de paix en 10 points. Un plan de paix qui n'a pas été trouvé, ou du moins qui, pour Moscou, n'a pas été très objectif. Voilà. On a estimé que la Chine était un peu trop proche de la Russie. C'est pourquoi son plan de paix en 10 points ne pouvait pas aboutir. Parce que l'un de ses axes majeurs de sa nouvelle stratégie économique, c'est la question de la route de la soie. Oui. Bon, qu'est-ce que ça va devenir avec une nouvelle Ukraine qui est partagée pratiquement en deux? Une partie, le Donbass, qui va rejoindre la Russie, l'autre partie qui sera sous la coupe de l'OTAN. Je crois que
Et même dans le cas syrien, on va bien voir que la Chine va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir continuer d'implémenter sa nouvelle philosophie économique et politique. Alors Linda Labraoui, que vaut justement cette main tendue au regard des conditions que pose Volodymyr Zelensky sur la table? Il est prêt à renoncer temporairement à certains territoires. En contrepartie, il exige des garanties de sécurité de la part des pays membres de l'OTAN ainsi que la continuité de l'aide militaire octroyée jusqu'ici par ces pays occidentaux. Quand on sait surtout qu'en face, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, est revenu. Il s'est justement prononcé au lendemain de cette sortie de Volodymyr Zelensky, en estimant que Vladimir Poutine, lui, a toujours maintenu cette porte ouverte, que c'est Volodymyr Zelensky qui refusait de faire le premier pas. Eh bien, écoutez, le provisoire va durer. Et il va durer très longtemps. Et rappelez-vous de ce que je dis. Maintenant, l'Ukraine, je vous le dis tout de suite, d'après ça, c'est d'après mes analyses, ce ne sont pas des informations que j'ai eues, mais de ce que j'ai suivi dans cette affaire, et depuis même son début, l'Ukraine ne sera ni russe ni américaine. Ça, c'est décidé. Le conflit va s'arrêter. Pour la simple raison que les Américains, c'est vrai qu'ils sont en chute. Ils sont en chute, bien évidemment, avec une puissance qui s'appelle Russie et qui s'appelle Chine également. Donc, on a décidé de fermer tous les dossiers des guerres. Les États-Unis, chaque guerre leur a coûté un retard de 10 ans. Ça, c'est une information que je vous donne et par rapport à des déclarations américaines et des sources américaines. Donc, si chaque guerre leur a coûté 10 ans de retard, donc ils sont à plus de 20 ans de retard, parce qu'il ne faut pas oublier les deux autres guerres qui les ont menées justement au début de la chute, c'est la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan, d'où ils sont sortis bien évidemment perdants de tout ça. Même si des forces américaines sont toujours en Irak, mais là, ils sont en pleine négociation pour enlever leurs soldats de l'Irak. Et les Irakiens ne vont pas s'arrêter là. Donc, ils ont perdu l'Irak, ils ont perdu l'Afghanistan, c'est clair, c'est la Chine qui a remplacé et l'Iran qui a remplacé. Donc, ils sont en chute. Ça leur a coûté plus de 20 ans de retard. Il faut qu'ils négocient. Et puis, il y a un manque de munitions aussi. Mais quand on dit qu'il y a un manque de munitions, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus de munitions. Ils peuvent durer encore 5 ans dans cette guerre. Mais ce n'est pas la politique, on va dire, de Trump. Il y a une chose que tout le monde devrait se mettre dans la tête. Je connais très bien la politique américaine. J'ai étudié aussi l'histoire des révolutions, l'histoire des guerres, mais jusqu'au le plus petit détail. Les Américains, et prenez-le comme une règle, jamais le Pentagone ne rentrera en confrontation contre le président des États-Unis, quel que soit le président des États-Unis. Il y a d'abord une négociation au sein du Pentagone qui, lui, est derrière la politique étrangère. C'est le Pentagone qui gère la politique étrangère. Il y a eu des petits soucis à un moment, mais ça s'est arrangé. Le Pentagone marche avec Trump. Ce n'est pas Trump qui prend la décision de la guerre ou de la paix. Ça veut dire que vous êtes également, vous êtes également du même avis, Linda Labraoui. Linda, ça veut dire que vous êtes du même avis que le Kremlin qui nous disait qu'il va juger Trump sur les actes qu'il va poser au-delà de ses déclarations d'avant-campagne. Mais bien sûr, le Kremlin est très au courant, il sait ça. Le Kremlin, il est en guerre contre la politique des Américaines depuis avant la guerre froide. La guerre froide a éclaté, pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas... Bien dommage que nous ayons été coupés. Nous étions pourtant sur une très bonne lancée. J'espère qu'on retrouvera Linda Labraoui très rapidement. C'est très intéressant ce qu'il dit aujourd'hui, Patient Parfendom. Vous le martelez à chaque fois. Il sera peut-être difficile pour Donald Trump de ramer à contre-courant des intérêts du Deep State aujourd'hui, au regard des enjeux. C'est vrai qu'il est porteur d'un agenda. Il nous a dit qu'il mettra un terme à ce conflit en 24 heures, sans dire comment. Mais quand on décrit le contexte, comment ça fonctionne, l'agenda du Pentagone, le Deep State et tout ce qui va avec, on a l'impression que ça sera un peu difficile tout de même pour Donald Trump, en dépit de toutes les bonnes intentions.
Mais d'autant plus qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que les États-Unis ont beaucoup investi dans cette guerre, énormément investi dans cette guerre. Oui. Et ils avaient quand même des objectifs d'infliger à la Russie une défaite stratégique. Ils ne sont pas parvenus, donc ils ne peuvent pas, de nouveau, la queue entre les jambes, partir de là sans avoir de petites concessions. Oui. Donc à partir de ce moment-là, Trump, lui tout seul, malgré sa volonté, malgré ses déclarations, ne pourra pas être celui-là qui va passer par perte et profit tout cet investissement américain sur le théâtre d'opération ukrainien. Sans oublier que cela va reposer notre problème au niveau de l'Europe, parce qu'il y a aussi la gestion des opinions qu'il faut voir. Il y a beaucoup de déclarations qui sont faites, mais elles sont faites pas parce qu'on y croit, mais elles sont faites en direction des opinions européennes parce que beaucoup ne comprennent pas. Mais là, prenons le cas par exemple de l'Ukraine. Comment vous allez expliquer aux Ukrainiens qui ont été gavés, nourris, n'est-ce pas, à l'idée selon laquelle ils vont tout faire pour récupérer le Donbass, et c'est pour cela que leur armée, leurs enfants se sont sacrifiés dans une guerre dont personne ne comprend aujourd'hui de quoi ça retourne, que du jour au lendemain, vous êtes prêts à négocier et à accepter de perdre le Donbass, de perdre la Crimée. Oui. Alors, tous ces centaines de milliers de morts. Oui. Donc, M. Zelensky, vous voyez où il se trouve, mais il n'y a pas que Zelensky. Il y a tout l'appareil, n'est-ce pas, au pouvoir, au niveau de Kiev, qui devra avoir des comptes à rendre à cette population qui va sortir là, à la fois groggy et tellement... C'est pourquoi Trump dit 400 000 personnes tuées pour rien. Oui. Regarde, si Volodymyr Zelensky dit qu'il est prêt aujourd'hui à négocier, c'était sa posture de départ tout de même. Zelensky a souvent été prêt à négocier. Vous vous souvenez, même en Turquie, quand ils sont allés, il était prêt, il a même presque donné le OK pour signer. Mais quand il est revenu, c'est monsieur, l'ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui est venu dire non, il est hors de question de signer quelqu'un en reddition. Nous, on va continuer la guerre, nous allons te fournir toutes les armes que tu as besoin, et surtout les mercenaires seront à ta disposition de le temps pour te permettre de tenir. Mais là on voit bien, excusez-moi, c'est pas une insulte, mais quand on regarde très bien Zelensky, on voit qu'il est beaucoup plus sous l'emprise des substances psychotropes et qu'il ne comprend pas très bien le choix qu'il faut faire entre ce qu'on lui raconte et la réalité qu'il y a sur le terrain. Donc je crois sincèrement que les États-Unis vont tout faire pour ne pas perdre totalement la face du point de vue de la négociation de ce qui va se passer en Ukraine. Même si eux-mêmes, ils savent pertinemment, Trump le comprend très bien, que de toute façon, s'ils vont jouer sur la durée, n'est-ce pas, on peut continuer cette guerre même encore pendant 10 ans. La Russie ne perdra jamais cette guerre, et c'est inutile de bloquer complètement son projet économique, parce qu'il va s'embourber dans une guerre qui a été créée par les autres et qui ne fait pas partie de son programme de relance économique, mais surtout de faire de l'Amérique une grande Amérique. Donc à partir de ce moment-là, il est obligé d'arrêter la saignée pour réorienter, n'est-ce pas, maintenant la force des États-Unis vers les domaines qu'il espère être porteurs de progrès pour son propre pays, mais surtout de tout faire pour tenter de rattraper le retard. Je suis d'accord avec Mme Linda, elle parle de 20 ans de retard sur les autres qui sont en train de s'envoler, surtout avec cette initiative des BRICS, qui de projets de dédollarisation qui créent beaucoup de problèmes au niveau de l'établissement américain aujourd'hui et qui sont son principal souci. Et parlant justement de ce projet de dédollarisation, Donald Trump menace justement les pays membres des BRICS en estimant qu'il va toucher les droits de douane à 100%. Alors Linda, avant d'être coupée, vous parliez justement de l'agenda du Pentagone, estimant qu'il sera difficile pour Donald Trump justement de mettre en application du moins son programme, celui de mettre fin à ce conflit, au regard justement de l'agenda du Pentagone, avant que nous ne soyons coupés, Linda. Votre micro me semble désactivé, Linda. Celui qui protège le président des États-Unis, quel que soit le président, c'est l'armée. Donc c'est le Pentagone. Mais celui qui réalise l'agenda civil du Pentagone, c'est le président. Ça va ensemble. Il y a eu à l'époque où JFK, John Fitzgerald Kennedy, où ça n'allait pas. Et à l'époque, la CIA agissait seule. Depuis 1977, il y a eu beaucoup de débordements de la CIA, des faux rapports, tout
ça, même concernant le Sahara occidental, les rapports de la CIA de 1970 à 75 étaient faux, concernant aussi des affaires internes et externes concernant l'Europe étaient faux. Et ben, depuis 1977, suite à un scandale qui a eu lieu au Chili, et ben, c'est le Pentagone qui prend la décision de tous les agissements de la CIA. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est le Pentagone qui décide de tout. Maintenant, il décide sans l'avis du président, non. Il y a une entente entre les deux, il y a une osmose, et c'est l'intérêt des États-Unis. On nous ramène maintenant un nouveau président qui était là avant. Et ce président, moi je voyais qu'il allait être élu puisque tout a tourné autour des accords d'Abraham. Aujourd'hui que les États-Unis ont perdu leur place en Irak, les Irakiens bombardent constamment les casernes américaines. Les Américains ont levé 1200 soldats. Donc, s'ils sortent de l'Irak en étant bombardés, il faut qu'ils quittent la Syrie. Et là, avec le revirement qui vient d'y avoir en Syrie, non, ils vont rester. Mais l'Irak, ils vont quitter. Donc, ils vont rester dans la région puisqu'ils ont un nouvel allié qu'ils ont travaillé, ils l'ont mené au pouvoir. Donc c'est un jeu, la politique, c'est un jeu de domino. Une personne qui tombe, elle entraîne d'autres avec, mais c'est aussi un grand échiquier où celui qui peut avancer ses pions avant son adversaire, eh ben, a gagné la partie. Nous sommes dans un échiquier. Il faut aussi lire Bernard Lewis, c'est lui qui a dessiné le nouveau Moyen-Orient et l'Afrique. Par rapport à la balkanisation. Il est mort, je crois, en 2008 par là. Bernard Lewis, c'est lui qui était derrière George Soros. On connaît George Soros, mais qui est derrière? Le plan de qui nous sommes en train de réaliser? Eh ben, c'est le plan de Bernard Lewis. Je vais vous envoyer des choses concernant cet homme-là. Lewis avec un W, parce que c'est un Anglais, c'est pas un francophone. Donc, si on n'a pas des éléments comme ça, on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. L'Ukraine, c'est un pays qu'on a détaché, c'est une république qu'on a détachée déjà depuis 1917 de la Russie. Je le disais assez pour que les gens comprennent, jusqu'au jour où M. Poutine est revenu à ça, et l'année 1917 a dessiné la carte géographique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis 1975 justement, avec Kissinger, qui était la façade de la politique américaine, George Soros, le financier, c'est le plan de Bernard Lewis qu'on est en train de mettre en place, notamment dans le Sahel. Les gens ne comprennent pas quand je leur dis que le Sahel est en danger. Ils pensent que je suis contrainte. Moi, je suis contre personne. Moi, je suis pour les peuples et je suis là pour essayer de ramener ma contribution parce que je crois, et ça, je l'ai remarqué, qu'en Afrique, on est très en retard au niveau de l'information. Soit les pays francophones, ils ont leur information par les médias mensonges francophones. C'est ça la réalité. Maintenant, si vous parlez pas plusieurs langues, tout ça, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et si vous ne faites pas le lien entre l'Ukraine et la Palestine, et c'est des Ukrainiens la Palestine, ce sont des Ukrainiens qui sont venus l'occuper. C'est à partir de 1882. C'est énorme ce que je vous dis là. Mais si vous ne remontez pas le temps, si vous ne voyez pas que ce sont des Ukrainiens qui ont créé cet État, donc ils sont venus à la rescousse de cet État qui était en train de s'effondrer, les Américains étaient en chute libre, vous ne pouvez pas comprendre. Mais une fois que ces Ukrainiens ont agi sur un territoire illégalement, et puis à partir de ce moment-là, ils ont commencé à contrer la Russie, ils ont d'abord commencé à contrer la Russie dans le Sahel, et bien vous ne pouvez pas comprendre réellement. Alors, quand il y a des gens qui viennent comme ça, qui téléphonent pour m'insulter, moi, j'ai rien de personnel dans tout ça. Et la situation est très complexe sur ce grand échiquier. Si on ne regarde pas un petit peu dans le rétroviseur, Trump revient avec un projet qui était mis en place, qui a échoué, et aujourd'hui on reprend ce projet, le projet de la normalisation des pays musulmans avec
ou l'entité sioniste israélienne. Nous sommes dans ça, donc il faut sauver Israël. Pour sauver Israël, qu'est-ce qu'il faut? Il faut céder une partie de l'Ukraine. Et les deux vont ensemble. Mais l'Ukraine, dans les négociations, elle ne sera ni russe ni américaine, ça sera un territoire neutre. Ça, c'est clair. Merci à vous, Linda Larbaoui. Bernard Lewis, décédé le 19 mai 2018. Merci à vous, Linda Larbaoui, pour ces références. Alors, nous allons évoluer, avancer dans ce débat et d'une façon ou d'une autre, vous avez trouvé automatiquement un lien entre la première thématique et la deuxième, un rapport justement avec la chute de Bachar al-Assad du côté de la Syrie. L'ancien président de la Syrie se trouve actuellement du côté de la Russie, selon bien sûr les propos tenus ce jour même par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. La décision d'accorder l'asile politique à Bachar al-Assad, ex-président de la Syrie, et à sa famille a été prise par le président russe. Vladimir Poutine a déclaré à la presse de porte-parole du président russe, ou du moins du Kremlin de façon générale, Dmitry Peskov. Bien entendu, de telles décisions ne peuvent être prises sans le chef de l'État. C'est sa décision, a affirmé le porte-parole du Kremlin. Il a précisé il n'y a rien à dire sur l'endroit où se trouve Bachar al-Assad, ajoutant qu'aucune réunion avec lui n'était prévue dans le programme officiel de Vladimir Poutine. Dmitry Peskov a également déclaré que le Kremlin n'était pas obligé d'annoncer officiellement l'octroi de l'asile à qui que ce soit. Mais l'information majeure depuis plusieurs heures, Madame Linda Larbaoui, est bel et bien la chute de Bachar al-Assad ainsi que la prise du pouvoir par certains groupes rebelles qualifiés d'ailleurs de terroristes. Mais cette question qui revient avec insistance, c'est vrai que vous avez essayé d'y répondre il y a quelques instants, Linda Larbaoui. On entend beaucoup de choses, beaucoup de spéculations autour de la chute de Bachar al-Assad. Premier volet de ma question: quel est votre ressenti vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces dernières heures, ou du moins de tout ce qui se passe toujours du côté de la Syrie, Linda Larbaoui? Deuxième volet de ma question: Bachar al-Assad a-t-il été lâché par ses alliés? On parle beaucoup de la Fédération de Russie qui, pour certains observateurs, ne pouvait pas se permettre d'ouvrir un autre front, étant déjà engagé en Ukraine pour cette opération spéciale militaire russe. A-t-il été lâché par la République islamique d'Iran, avec justement, étant, ou du moins l'Iran étant jusqu'ici un allié de poids, entre autres, du président Bachar al-Assad, ou encore par le Hezbollah, qui pour certains aurait été affaibli par des frappes israéliennes, Linda? Écoutez, vous remarquerez que le jour où on a signé l'arrêt, le cessez-le-feu avec le Liban, le lendemain, ça a éclaté en Syrie. Et c'était dans la négociation. Il y a déjà quelques mois que j'en parle et je dis il y a des négociations avec Jaish al-Nusra, qui a changé de nom. Et ça, c'est un message pour les Africains. Et encore une fois, quand on vient en téléphone pour m'insulter, pour déclarer que l'Algérie soutient les terroristes, là, nous voyons qui soutient les terroristes. Jaish al-Nusra, c'est une armée secrète des Américains, tout comme Daesh, tout comme Al-Qaïda, AQMI. C'est eux qui gèrent et c'est eux qui font bouger les ficelles. Jaish al-Nusra, il a oublié la route de la mosquée de l'Aqsa, il a oublié la route de la Palestine, de Gaza, et puis il va pour libérer Damas, alors que le Djoulani lui-même, le mot Djoulani, ça veut dire qu'il vient de Djoulen, le Golan. Donc il a oublié que là où ses parents sont nés, où ses parents étaient très très riches, c'était des nobles, c'est Israël qui a occupé leur terre. Et puis, il va libérer. Tant mieux que ce régime dégage quand on voit le passé sanguinaire de la famille de Assad et les prisons. Beaucoup de gens sont choqués. Moi, je ne suis pas choquée parce que je sais ce qu'il est, ce régime. Maintenant, est-ce que ce régime a été lâché par les Alliés? Il a été lâché en 2011. Qui est l'allié de la Syrie? Ce n'est pas la Russie. La Russie, quand il y a eu Saddam Hussein, l'Union soviétique n'a pas intervenu. À la chute de l'Union soviétique, la Russie n'a pas intervenu. Avec Kadhafi, la Russie n'a pas intervenu. Avec Bachar al-Assad, quand il y a eu la révolution, la Russie n'a pas intervenu.
elle a intervenu en 2015. Pourquoi la Russie a-t-elle intervenu qu'en 2015 pour sauver le pouvoir de Bachar el-Assad? Parce qu'il y avait eu une négociation entre la Syrie, entre l'Iran et Hezbollah. Et là, les Américains n'ont rien dit. Les Américains ont laissé faire parce que ça rentrait dans ce qu'on appelle les intérêts américains. C'était leur intérêt que l'Iran intervienne en Syrie parce que Bachar el-Assad avait résisté et il avait contré le projet américain et le projet français. Bachar el-Assad a été plus intelligent que Saddam Hussein et plus malin que Kadhafi. J'explique un petit peu à nos téléspectateurs qui ignorent beaucoup de choses. Allez-y, Linda. Kadhafi, c'est la France qui l'a mis, c'est la France qui a mené le coup d'État. D'ailleurs, 2 mois après qu'il ait pris le pouvoir, il a envoyé son ministre de la Défense acheter des armes à la France, qui était prévu d'ailleurs avant le coup d'État. Donc là, j'espère qu'on a compris. Saddam Hussein vendait son pétrole en francs et il achetait des armes à la France. Plus d'armes à la France qu'à la Russie, qu'à l'Union soviétique à l'époque. C'est les Français qui ont mené toute la campagne et tout le coup d'État. D'ailleurs, ils sont spécialistes. On a vu ce qu'ils ont fait en Afrique comme coup d'État. Donc, c'était l'homme de la France en Irak. Le combat des Anglais et des Français concernant le Moyen-Orient a commencé en 1905, là où il y a eu la crise de Tanger. Ah, pourquoi je vous précise pour cette année? Parce qu'il y a une personne qui a joué tout un rôle, une personne de l'ombre, et qui s'appelle Anissa Makhlouf. C'est qui la famille Makhlouf? C'est la femme de Hafez el-Assad. Elle était d'une famille très riche, une famille bourgeoise, mais une famille qui a fait son argent en collaborant avec la France pour que la France puisse casser l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, sa chute, c'était en 1917. Là, je reviens à l'année de l'Ukraine, 1917, la création de l'Ukraine. Donc, à la chute de l'Empire ottoman, le bras de fer entre les Anglais et les Français se renforce. Les Anglais n'ont pas réussi à prendre ce territoire parce que les Français avaient mis le paquet et ils s'étaient alliés avec les familles qui sont dans le Sahel. C'est pas le Sahel africain, le Sahel en arabe, c'est la rive méditerranéenne qu'on appelle comme ça. Donc à partir du moment où les forces françaises se positionnent pour fermer la route aux Anglais et qu'ils ne puissent pas acheminer leurs armes par la mer, c'est les Français qui ont gagné et des familles qui sont très francophiles, notamment la femme de Bachar el-Assad, continuent à collaborer avec la France. Bachar el-Assad a été choisi pour Hafez el-Assad, pardon, son père. Hafez el-Assad a été choisi pour être le président quand il y a eu le coup d'État. C'était le choix de la France. Quand Hafez el-Assad, et je vais abréger, quand il est tombé malade, c'était un autre fils qui devait prendre le pouvoir. Oui, le frère aîné de Bachar al-Assad. Oui. Donc, son frère aîné qui est décédé dans un accident de circulation. Oui, mais il y avait une autre histoire derrière. Je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais on implique le Mossad et la CIA dans ce meurtre. Parce que les Américains voulaient récupérer justement la Syrie, qui est très complexe à gérer d'ailleurs. Donc Bachar el-Assad a été choisi et sa mère avait proposé son frère. Et les Français ne voulaient pas du frère, ils voulaient de Bachar el-Assad, ils l'ont imposé. Parce que Bachar el-Assad, malheureusement, on l'appelait le simplet. Il ne connaissait rien à la politique. C'est un homme qui a fait médecine. Et c'est sa mère qui a continué à gérer derrière les profits de la France. Là où si je dois parler de Hnimim et Tartous, ça date d'avant Hafez el-Assad. Justement, si la France a fait un coup d'État, c'est pour empêcher les communistes d'arriver en Syrie. C'était son prédécesseur qui avait signé avec l'Union soviétique, justement,
pour avoir la base de Tartous et la base logistique de Hmimim. Donc, Hafez al-Assad, en récupérant le pouvoir, il y avait déjà les soviets qui étaient là. En 2015, qu'est-ce qui se passe? L'Iran a besoin d'acheminer des armes vers le Liban pour se défendre, et l'Iran a besoin de respirer un peu. C'était l'intérêt des Russes aussi, donc les Russes vont jouer un rôle pour sauver le pouvoir de Bachar al-Assad et avoir plus de liberté. Mais il y avait une condition, que concernant le conflit avec une autre force, une force étrangère, les Russes n'étaient pas concernés, ils sont venus pour Daesh, pour le terrorisme, mais pas pour Israël, pas pour rien. Malheureusement, il y a un livre qui s'appelle La honte de l'Occident, qui explique tout ça, qui a été justement écrit par un Français qui dénonce que la France a lâché son homme en Orient au profit des Américains. Donc, les Russes restent sur cette position. On arrive à la guerre de Gaza où Erdogan a essayé de rencontrer Bachar al-Assad et apparemment, par les Russes, nous savons que 15 fois, M. Poutine a essayé de convaincre Bachar al-Assad de rencontrer Erdogan. Et Bachar al-Assad a refusé. 5 fois, ce sont les Iraniens qui ont essayé de forcer Bachar al-Assad de rencontrer Erdogan. Il a refusé également. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013? Et depuis 2013, la région est en statu quo. Et M. Bachar al-Assad avait en douce, quand les Russes ont intervenu, les Iraniens, en douce, il est parti traiter avec les Américains. Il y a eu des accords secrets avec les Américains. Il fallait qu'ils maintiennent toute la région au statu quo. Quand la guerre a éclaté à Gaza, Bachar al-Assad n'a pas voulu répondre, il n'a pas voulu jouer un rôle, il ne s'est pas mêlé de cette guerre et il l'a dit clairement plusieurs fois. Et les Iraniens ne comprenaient pas, les Libanais ne comprenaient pas, c'est lui qui était le maillon faible. Mais à ce moment-là, les Libanais et les Iraniens ne le savaient pas. Ils l'ont su plus tard, c'était à la mort de Raïssi qu'on a su que la Syrie a joué un rôle dans ce statu quo au profit des Américains parce qu'ils avaient eu, Bachar al-Assad avait eu la promesse des Américains qu'il allait rester au pouvoir. Et ce n'est pas avec les Russes qu'il avait traité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est important ce que je vous dis. Il y a eu un moment où les Américains, il y a déjà plus de 6 mois, qui négocient avec les Kurdes pour créer un État kurde. Erdogan, qu'est-ce qu'il fait? Ça ne l'arrange pas, les Iraniens non plus. Parce que ce qu'on appelle le Kurdistan, il est divisé entre 4 pays. Il suffit juste de créer un petit bout et après ça va s'étendre. Et là, on retombe sur le nouveau Moyen-Orient de Bernard Lewis. C'est la carte qui a été faite par lui. Donc Erdogan, il profite de l'occasion où ça a été décidé par les Israéliens et les Américains pour faire une petite opération très limitée. Et Erdogan, qui lui avait des cellules dormantes à Haleb, eh ben, il a réveillé ces cellules dormantes, et ces cellules dormantes qui ont ouvert les prisons et qui ont libéré des gens qui étaient en prison et qui ont poussé les révolutionnaires pour aller vers le sud au lieu que ce soit des révolutionnaires qui vont vers l'est, chose qui allait permettre à créer un État kurde. Et donc il y a eu débordement. Erdogan a joué aussi ses jokers. Et ben, il a gagné et il a empêché la création d'un État kurde. Est-ce que l'Iran était dans... Parce que créer un État kurde, je vous dis, ça n'arrange pas l'Iran du tout. Est-ce que l'Iran était dans la confidence? Mon analyse, oui. Pour la simple raison que quand les résistants, les révolutionnaires sont arrivés, il y avait pratiquement plus personne, ni de Hezbollah, ni des Russes d'ailleurs, il restait très très peu de Russes, ni des Iraniens. Donc, est-ce qu'ils étaient dans la confidence et ils ont décidé de lâcher Bachar al-Assad parce qu'ils ont su qu'il avait traité avec les Américains et il a eu confiance aux Américains? Eh bien, moi, je pense que tout ça, oui, je pense que oui. Bachar al-Assad n'a jamais tiré une balle contre Israël. Et quand il y a eu la coalition qui devait faire des opérations, il ne l'a jamais soutenu. Et c'est lui qui a lâché tout le monde. Donc c'est Bachar al-Assad qui a
lâcher les gens qui lui ont sauvé son trône. Et il s'est retrouvé lâché par les Américains derrière. Et ça, c'est un message pour les chefs d'État africains. Les États-Unis n'ont pas d'amis, encore moins Israël. Et je vais clôturer par une chose. Les Israéliens, il leur fallait une victoire. Il leur fallait réellement une victoire. Parce que là, avec Hezbollah, ils ont perdu. Avec l'Iran, ils ont perdu. Avec Hamas, ils ont perdu aussi. Mais pour calmer la population israélienne, il leur fallait une victoire. Donc c'était, dans l'autre dossier, c'était la tête de Zelensky contre Bachar. Et là, c'était la tête de Netanyahou contre Bachar. Et Bachar est resté choqué par ce qui est arrivé. Mais un autre message pour les Africains, quand je vous dis vous ne connaissez pas votre ennemi, quand je parle de la politique américaine, comment on a fait d'un grand terroriste, il y a encore 3 mois, sa tête était mise à prix à 10 millions de dollars, là on est en train de le préparer pour créer un État sunnite et un État qui va être allié à Israël, bien évidemment, c'est le deal là. Donc on fait de lui un héros. Donc les Américains ont une politique très dangereuse. Et j'ai vu sur certaines plateformes des gens qui me contredisaient dire « Ah oui, mais les Américains, oui, les Américains n'iront pas combattre avec leurs soldats. C'est pas pour garder des puits de pétrole, gaz, tout ça, bien sûr, ils vont intervenir. Mais pour faire la guerre, eh ben, dans le Sahel, ils ont Al-Qaïda qui fait la guerre pour eux. Ils ont Daesh qui fait la guerre pour eux. Donc, c'est une pourriture qui gangrène le monde, mais qui n'est pas prêt non plus de disparaître. C'est pas demain la veille, même en dédollarisant. Pour sortir, Linda. Beaucoup de temps. Merci. Merci à vous. Alors, dans quelques instants, nous reviendrons largement sur les implications que la chute de Bachar al-Assad pourrait avoir, d'une façon ou d'une autre, au niveau de la sous-région, mais également au niveau international. Patient Parfendom, votre ressenti également au lendemain justement de la chute de Bachar al-Assad, que représente pour vous cette chute en question pour un président qui avait des alliés pourtant solides, la Fédération de Russie, on a cité justement tous ces alliés. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer cette chute? D'abord, il faut commencer par constater que nous vivons dans un monde qui est très violent. Très, très, très violent, et où certains think tanks ont décidé la configuration de ce que doit être ce monde. Deuxièmement, le régime de Hafez al-Assad, dont le père de Bachar, est un régime bassiste. Je crois que c'est l'un des derniers régimes bassistes qui tombe. C'est-à-dire que la laïcité dans cette région sera remise en cause profondément au profit d'un régime dit islamiste modéré, mais dont nous savons très bien ce que cela signifie. Deuxièmement, il faut dire qu'il y a quand même des grands perdants dans ce qui vient, dans cette nouvelle redéfinition de cette carte-là. Bachar al-Assad a perdu le pouvoir, certes, oui, mais il y a les Alaouites qui vont certainement souffrir, ça va être, et les chrétiens syriens qui seront obligés soit de se convertir à la religion musulmane, soit alors ça va être, ils vont passer par le fil de l'épée. Moi, je crois sincèrement. Mais le grand perdant aussi, c'est l'Iran qui, pour moi, sur ce jeu-là, a perdu. Oui. C'est la Russie qui, de mon point de vue, a perdu. Certes, la base de Taktouz et l'autre base... Il y en a deux du côté de la d'avoir, mais ils seront obligés de composer avec le nouveau régime s'ils veulent avoir la paix et pouvoir continuer de conserver ces bases militaires-là. Oui. Mais surtout avec Israël et les États-Unis qui se sentent requinqués dans la redéfinition de cette affaire. Mais surtout quelqu'un qui est plus qu'un félon, oui, c'est M. Erdogan. Je comprends bien, ma soeur Linda. Il y a le rôle ambigu, patient Parfendom, de la Turquie. On ne comprend pas quel rôle joue précisément la Turquie. Il y a quelques jours, moi, quand les événements ont éclaté du côté d'Alep, il y a le chef de la diplomatie turque qui a fait une sortie, je pense c'est à Can Fidan, il disait, oui, le président Erdogan a tendu la main à Bachar al-Assad. Il a voulu qu'il y ait un dialogue apaisé, mais surtout il a invité Bachar al-Assad à ouvrir un dialogue entre le gouvernement de Damas et les groupes rebelles, chose qu'a refusé Bachar al-Assad.
Oui, mais j'ai trouvé cela curieux, venant de la Turquie, patient par fin d'homme. D'abord, c'est une implication dans les affaires internes d'un pays qui ne devait normalement pas concerner la Turquie. Le problème de la Turquie, c'est la question des Kurdes. Les Turcs ne veulent pas que les Kurdes en état. Là, je suis d'accord avec Linda d'ailleurs. Mais ce qui se passe avec M. Erdogan, on a démontré, selon Mme Linda, que Assad n'a rien fait pour aider ni le Hezbollah ni les Palestiniens. Oui. Mais M. Erdogan, pire encore, au plus fort des massacres, n'est-ce pas, israéliens sur Gaza, il continue de faire des affaires avec l'État israélien à des montants très élevés. Donc, ce type, pour moi, souvent, certains Africains veulent le prendre comme un nouveau partenaire. Je suis très inquiet de voir ce que représente Erdogan, la manière de sa politique de la chauve-souris, qui fait de lui quelqu'un dont on ne peut pas donner le bon Dieu sans confesse, parce qu'il n'est pas du tout fiable. Il protège ses intérêts, mais surtout, il est prêt à foutre le bordel là où les gens ne veulent pas du tout aller dans le sens de ce qu'ils veulent. Mais en plus, ça renforce ceux qui ne veulent pas bien le comprendre que n'oublions pas que Erdogan est quand même membre de l'OTAN. Et en tant que membre de l'OTAN, lui aussi on le tient plus ou moins par les bijoux de la famille. Donc il est obligé. Membre de l'OTAN qui tend la main au BRICS. Mais ça encore, j'étais à Kazan, je l'ai vu. C'est tellement ambigu qu'il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas qu'on embrasse les gens comme ça en ne tenant pas compte de tout ce qui se passe. Les Alaouites, les chrétiens et d'autres communautés qui vivaient plus ou moins paisiblement en Syrie, ils ont de ça à se faire actuellement. Et en plus, là maintenant, je rappelle que les chars israéliens, non seulement dans le Golan qu'ils occupent, mais sont déjà rentrés à l'intérieur même de la Syrie. Or, ce Djulani là, El Djulani, le fils de Golan, il ne s'attaque pas à Israël. Ça vous paraît quand même pas bizarre. Même le Hezbollah va perdre dans ce qui est en train de se passer. Et je ne suis pas sûr, connaissant le caractère féroce, n'est-ce pas, des faucons israéliens, que c'est Gaza qui va s'en sortir dans cette affaire, quel qu'en soit le niveau de négociation. Donc pour moi, les gros perdants dans cette affaire, ça va être les Palestiniens, ça sera le Hezbollah, ça sera le Liban qui risque d'en pâtir sérieusement. La France ne compte plus, elle n'a plus de force pour s'imposer dans ce grand échiquier-là. Mais surtout, c'est la veulerie des dirigeants arabes. Quoi que Bachar el-Assad ait pu faire, je n'ai pas beaucoup vu les Arabes aux côtés, n'est-ce pas, de la Syrie, pour ne pas permettre que cette Syrie-là soit dépaissée en morceaux, parce que la guerre va continuer. Elle ne fait que commencer. On se pose la question, à quoi on assiste? Le mouvement qui vient d'arriver, patient par fin d'homme, on le rappelle, était, il y a quelques années encore, affilié à Al-Qaïda. Même si on essaie de nous faire croire qu'il s'est désolidarisé d'Al-Qaïda, patient par fin d'homme. Mais elle y est. Ce gars-là était le bras droit et le chouchou de Baghdadi. Tout le monde le sait. Ce gars qui est arrivé au pouvoir. Donc une fois de plus, quand nous disons aux gens sur ce plateau que la plupart des mouvements dits terroristes sont en réalité des proxys de la CIA, du Mossad, etc., pour contrôler la déstabilisation des espaces qui ne leur sont pas soumis, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Donc je dis, avec ce qui s'est passé en Syrie, pour sortir doyen. Pour sortir, les Africains doivent tirer pour première leçon. Allez-y. Si nous n'allons pas vite dans la fédération pour commencer à créer des espaces robustes, nous permettant de pouvoir résister un peu à ce qui est en train d'arriver, on ne va pas reconfigurer le monde en bannissant notre place dans la périphérie où on nous a enfoncés durablement. Parce que ceux qui détiennent le monde là, si nous sortons de la périphérie, c'est un chamboulement qui dépasse de très loin ce qui s'est passé en Syrie. Vont-ils accepter? Voilà la grande question. Donc nous devons être les esclaves à vitam aeternam de l'humanité. Je parle des Africains que nous sommes. Donc quand je vois souvent des gens avec des positions bizarres, même sur le Tchad, par rapport au Soudan, même j'ai encore écouté sur ce plateau, je me dis, on est en train de blaguer ou quoi? On blague vraiment. Parce que là, on entend beaucoup de choses. On blague vraiment. Certains pays africains aujourd'hui qui se réjouissent du fait qu'ils ont, ou du moins qu'ils aient à leur côté, des partenaires stratégiques comme la Turquie, la Russie, l'Iran, patient par fin d'homme. Mais on en parlait encore en off.
ce ne sont pas ces puissances-là qui viendront se battre à notre Mais place. non, mais non. Mais non, ce n'est ni la Turquie, ni qui que ce soit qui viendra faire notre bonheur. Il faut que les Africains se l'enfoncent bien dans la tête. Si nous ne réfléchissons pas à structurer une volonté de puissance pour que nous puissions nous-mêmes protéger nos propres intérêts et nos propres peuples, peut-être que la nouvelle croisade qui arrive et dont je vois au niveau du Soudan pointe, bon, heureusement, vous avez déjà une balle. Ça pourrait être un avantage pour vous. Bon, non, ce n'est pas... Elle est bonne, patient, parfait. Donc, merci. Donc, faisons très attention. Il faut que les Africains, vraiment, comprennent que les enjeux au niveau du monde, ils sont d'une violence incroyable. Nous avons une petite fenêtre d'opportunité où la Russie donne beaucoup, elle va continuer à donner. Saisissons cette fenêtre d'opportunité pour construire au niveau de notre continent, même au niveau sous-régional, des entités qui seront capables de protéger vraiment sérieusement nos intérêts et protéger nos populations contre les velléités, j'allais dire, les ambitions hégémoniques des autres. Alors, Linda Larbaoui, certainement avant d'aller au standard dans quelques instants seulement et pour prendre les réactions des premiers appelants, à quoi allons-nous désormais assister au niveau de la sous-région? La chute de Bachar al-Assad a fait des heureux, ça c'est évident. Patient parfait d'homme l'a relevé. Benjamin Netanyahou se réjouit de son côté pendant que certains pleurent de l'autre. Mais au niveau de la sous-région de façon générale, est-ce que cette chute-là a-t-elle reconfiguré toutes les cartes? Au niveau international, comment vont désormais se comporter certains alliés? Les alliés notamment du régime qui s'en va, Bachar al-Assad, on pense justement à l'Iran, on pense à la Fédération de Russie, on pense à une puissance comme la Turquie qui a joué, qui maintient un rôle ambigu. Vous l'avez d'ailleurs relevé avec les rebelles du PKK. Et il y a également les États-Unis qui soutiennent jusqu'ici les Kurdes. Comment ça va se passer sur le plan international? Parce qu'on a l'impression que la Syrie reste un gâteau qu'il faudra se partager, quoi qu'il en soit. Il est déjà partagé. D'ailleurs, vous remarquerez que le drapeau syrien, il y a 2 étoiles, mais le drapeau de l'opposition, il y a 3 étoiles. Ça, c'est le drapeau de Sykes-Picot. Le drapeau à 3 étoiles, c'est le drapeau que la France a dessiné en 1917 pour les Syriens. Ça, il faut le savoir. Maintenant, la Syrie va être partagée. Il y aura 3 États. Un État sunnite qui sera un État un peu comme celui des talibans, avec l'islam, tout ça, mais qui ne sera pas nuisible puisqu'il a comme allié Israël. Il y aura un État kurde, mais je crois que là, les Turcs qui sont en pleine négociation pour éviter ça, ça dépend ce qu'ils peuvent apporter sur la table. Et puis il y aura aussi un État géré par la famille de Bachar al-Assad, de ce qu'on appelle les Alaouites. Le reste, il y a 10% du territoire. Ça y est, Netanyahou a planté son drapeau, il l'a annexé. Il est déjà annexé. Et je vous dis, il est rentré dans la table des négociations. Maintenant, l'Iran. On va revenir un petit peu en arrière. Quand M. Poutine nous a parlé d'un missile que personne ne peut arrêter, avant qu'il l'essaye, il l'a dit. Comment il l'a su? Il l'a su parce qu'au Yémen, on en a tiré un missile à 17 Mach. Celui de Poutine, il fait 21. Mais ce missile, il vient d'où? Il a été fait par qui? Il y a l'Iran qui est dedans. Aujourd'hui, que l'Iran peut atteindre Tel Aviv par les missiles qu'elle possède, Hezbollah, il va jouer un autre rôle, c'est terminé. L'Iran peut, parce que c'est Israël qui a toujours menacé l'Iran, ce n'est pas l'inverse. Donc aujourd'hui, l'Iran peut se défendre sans que les Libanais n'interviennent. Elle peut même protéger les Libanais à partir de ces missiles-là. Maintenant, le rôle de Erdogan. Là, il faut remonter, je vous dis 1905, il y a eu la révolte des Arabes pour créer un royaume arabe. Cette révolte était soutenue par les Anglais et par les Français et c'est eux qui ont fait la guerre à l'Empire ottoman. À quel moment? C'était au moment où les Anglais et les Français ont entraîné l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale. Il y avait déjà Sherif Mecca, le Hachimite, l'arrière-grand-père du roi de Jordanie, qui a ramené toutes les tribus arabes pour faire la guerre aux Ottomans.
et ça a été la chute de l'Empire ottoman. Les Anglais et les Français n'ont pas tenu promesse, donc ils l'ont exilé, tout ça. Comme d'habitude, ils ne tiennent pas leurs promesses et ils lâchent leurs alliés. Mais la Turquie, on l'a obligé à faire beaucoup de choses. Il y a eu 3 traités. Le premier, c'était le traité de Sèvres. Le dernier, c'est le traité de Lausanne. Dans le traité de Lausanne, on a encore retiré un bout à ce qui est devenu la Turquie, ce qui était l'Empire ottoman. On lui a retiré ce bout dans lequel figure Haleb et ça va jusqu'à Mossoul en Irak. Depuis l'année dernière, Erdogan, officiellement, il peut réclamer ses terres parce qu'on lui avait retiré pour 100 ans. Et le PKK qui l'a créé, Öcalan, il était où? Les cellules terroristes partaient d'où pour mettre des bombes en Turquie? Le PKK a été créé par Hafez al-Assad en 1975. Et c'est Hafez al-Assad, quand les Français l'ont mis là, c'était pour affaiblir la Turquie. Il ne fallait pas que la Turquie arrive à 2023. Il fallait constamment que la Turquie soit affaiblie. Donc l'agresseur dans tout ça, ce n'est pas Erdogan. C'est la famille Assad qui a agressé la Turquie. On arrive à 1999, il y a Schengen qui se met en route, donc la Turquie constituait un véritable problème pour l'Union européenne, et c'est à partir de ce moment-là que l'Union européenne, guidée par l'Allemagne, a forcé la France à livrer Öcalan. Donc Abdallah Öcalan est livré à la Turquie, il est jugé, il n'a pas été exécuté, il a été condamné à mort, il est toujours vivant. Et on a décidé de faire de la Turquie un pays stable. Donc les choses se sont retournées. Et en 1999, la Turquie va signer un accord qu'on appelle l'accord d'Adana avec la Syrie, lui permettant d'aller à peu près à 30 kilomètres sur les terres syriennes pour poursuivre les terroristes. Donc Erdogan, dans tout ça, il n'a pas transgressé la loi internationale. Qu'il ait hébergé des terroristes, oui, mais quand vous avez un voisin qui joue avec la carte des terroristes du PKK, eh bien, Erdogan l'aura créé avec les Américains, la carte des terroristes islamistes. Ça a mis un petit équilibre et quand Erdogan voulait rencontrer Bachar el-Assad, c'était pour atténuer tout ça. Il avait insisté et c'est vrai ce qui a été dit. Tous les Arabes d'ailleurs n'ont pas compris pourquoi Bachar el-Assad n'a pas voulu aller vers Erdogan. Maintenant nous le savons puisque les Américains dénoncent toujours ce qu'ils font et encore plus les Israéliens. Il y avait des accords secrets entre Bachar el-Assad et les Américains pour maintenir la région en statu quo et cela n'arrangeait vraiment personne. Mais l'Iran n'a plus besoin de Hezbollah pour se défendre. C'est elle-même qui peut défendre le Hezbollah aujourd'hui. Voilà. Alors, nous avons M. Change au standard, mais vous souhaitez rebondir rapidement avant de prendre Change? Oui, mais d'abord, à la suite de Linda, je dis quand même que c'est retournement de situation, sans le dire heureux, puisque c'est la Turquie qui fait partie de l'OTAN. Oui. Mais les Kurdes, dans tout ça, où sont-ils? Pourquoi vous pensez que les gens se battent pour avoir un territoire qui leur appartient? Parce que le Kurdistan, c'est vrai, il y a un Kurdistan iranien aussi, et même en Syrie, comme en Turquie. Pourquoi les Kurdes doivent être laissés pour compte de cette redéfinition de la carte géopolitique au niveau du Moyen-Orient, leur empêchant eux aussi d'avoir un État? Pourquoi les Turcs ont un État et pas les Kurdes? Pourquoi? Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qui me font croire que moi je ne peux pas traiter M. Öcalan de terroriste. C'est quelqu'un qui se battait justement pour donner de la visibilité à son peuple. Donc, vraiment, le Proche-Orient, il est non seulement compliqué, mais ce que nous constatons une fois de plus de sort par là, oui, c'est qu'il faut qu'on fasse attention parce que les puissances qui dominent le monde et qui ont longtemps dominé le monde, même s'ils sont en décrépitude aujourd'hui, ils ont un agenda qui va faire la part belle, à la propension d'Israël, justement, de devenir la fameuse carte, oui, du célèbre Lewis, mais deuxièmement, de dominer totalement
l'espace du monde arabe. Et beaucoup d'Arabes, peut-être parce qu'aujourd'hui se sont enrichis, je pense à des gens comme les Émiratis, je pense au Qatar, je pense aux Saoudiens, peut-être n'ont pas vu venir ce qui est en train de se passer. Et je vous le dis sur ce plateau, tout le monde a pris de court. Israël ne va pas se limiter à cette nouvelle acquisition territoriale au niveau de la Syrie. Puisque dans l'idée de Grand Israël, d'ailleurs, c'est les ministres israéliens l'ont dit, il y a la Cisjordanie, il y a la Jordanie, il y a Gaza. D'ailleurs, la Cisjordanie qu'ils appellent la Galilée et je crois la Samarie. Donc faisons très attention. On n'est qu'au début d'un jeu macabre, extrêmement violent qui risque de faire encore beaucoup de dégâts et beaucoup de morts parce que justement, il y a des gens qui mangent à beaucoup de râteliers et qui pensent que c'est leur philosophie et leur politique qui doit prospérer. Merci à vous, patient parfum d'homme Linda Larbaoui, les invités de cette émission du Point sur l'actualité. Deux thématiques sur la table. La première avec justement Volodymyr Zelensky, désormais prêt à négocier avec le président russe Vladimir Poutine, ou encore la chute de Bachar al-Assad du côté de la Syrie. Quels enseignements pour les Africains? Chance, vous êtes le premier à réagir au Standard ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous. J'ai l'impression que Change, nous l'avons perdu. Nous allons tout de même poursuivre parce que les codes d'accès restent à afficher. Linda Larbaoui, sur la question des Kurdes aujourd'hui, Linda, comment sera-t-elle gérée, cette question-là? Je pense qu'on va prendre un autre appelant avant de retrouver Linda Larbaoui dans quelques instants. Un appelant depuis le Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Vous êtes sur Forum Média Africa. Bonsoir, Monsieur Guéné. Bonsoir à mon frère Parfait d'Homme. Je m'appelle Bahawa Bouba. J'appelle depuis la ville de Kaoundéré. Vous savez, ce soir, je voudrais qu'on parle géopolitique, mais avec un langage familier. Ce qui se passe en Syrie, il s'agit d'une guerre impérialiste. C'est-à-dire, il y a une coalition de bandits qui veulent d'abord, voler vos richesses, les richesses syriennes. Ensuite, mettre à la tête de l'État de la Syrie un chef d'État qui va les aider à affaiblir les autres ennemis adversaires tels que l'Iran, la Turquie et autres. Et ça va atteindre plus tard la Russie. C'est pour cela que la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Irak avaient l'obligation de soutenir le régime syrien pour leur défense aussi, pour défendre leur liberté, défendre leur richesse dans un futur proche. Mais lorsqu'on vous a aidé à vous maintenir au pouvoir, vous devrez vous-même savoir vous prendre aussi en charge. Vous devrez avoir une économie interne permettant de nourrir vos enfants, de payer vos fonctionnaires, de payer l'armée et d'avoir le minimum d'armes pour vous défendre d'abord. Vous ne pouvez pas être porté à bout de bras, à vita aeternam, par les autres parce que vous faites membre de la coalition. Non, cela n'est pas faisable. Ce que nous reprochons à nos pays africains et à la Syrie aujourd'hui, c'est que une fois que le régime a survécu plutôt, il n'a pas pu prendre les mesures de la production de la richesse. Il faut que nos chefs d'État, nos élites universitaires apprennent à produire la richesse pour avoir une économie pouvant nous défendre nous-mêmes. Comment produire la richesse dans un pays? Il faut que chaque jour, qu'on fasse sortir les peuples de ce pays et pas transpirer dans la production des biens et services, dégage une richesse annuelle importante permettant à l'État d'avoir un budget aussi important pour sa défense. Alors, Parfait d'Homme, j'ai fait ces recherches très poussées. Je me suis rendu compte que
il n'y a aucun économiste, je vous en prie, qui peut vous répondre à la question comment créer l'emploi massif dans un pays? Comment développer un pays? C'est un problème de connaissance. Les élites impérialistes de l'Empire britannique au XVIIe siècle ont domestiqué les recherches des grands économistes de production et ont laissé l'enseignement enseigner que plutôt l'économie de consommation. Du coup, nos élites universitaires en économie ne maîtrisent pas le processus de mise au travail massif d'un peuple, d'un pays. La Syrie a été au chômage. L'armée n'était pas payée. Les gens avaient faim. Vous croyez que la Russie, l'Iran vont passer tout le temps à vous tenir à bout de bras? Non. C'est pour dire aux Africains, c'est bien d'être coalisés avec les autres puissances pour notre défense. Mais attention, la Russie ne viendra jamais dire à l'AES, voilà comment vous avez produit la richesse pour pouvoir être fort économiquement. Ils ne le feront jamais. C'est à nous de chercher le processus de production des biens, de mise au travail de nos peuples, de nous armer et d'être dans la coalition pour nous battre avec nos amis de la coalition contre les agresseurs. Mais si ce débat n'est pas ouvert, le débat de l'employabilité des enfants, de nos enfants, le débat de la production de la richesse, le processus de production de richesse, du développement d'un pays, si cela n'est pas pris en charge dans nos débats panafricanistes, il n'y a aucune école qui enseigne cela aux Africains. Seul le panafricanisme peut donc introduire dans son programme un système communicationnel contre le néolibéralisme pour une politique populaire du développement des pays africains. Nos universités n'ont jamais appris cela. Je dis, et je le répète, il n'y a aucun professeur d'université en Afrique qui peut vous expliquer le mot « comment développe-t-on un pays ?» Merci. Monsieur Yao Bouba, depuis Ngaoundéré, c'est au Cameroun. Merci à vous, merci pour votre contribution. Je pense que les codes d'accès vont d'ailleurs rester affichés. On va faire un dernier tour de table rapide avant de retrouver Linda Larbahu, patient parfum d'homme est toujours avec nous sur le plateau. Alors, c'est quoi la suite, patient parfum d'homme, quand on regarde le déroulement de ces événements? On parle de Bachar al-Assad qui serait donc du côté de la Russie. Notre appelant qui nous rejoint à l'instant, on va d'abord le prendre avant de revenir vers vous. Allô, bonjour, bonsoir et bienvenue à vous. Quelques petits soucis de liaison avec cet appelant. Du coup, la réaction patient parfum d'homme, ou du moins la suite qu'il faudrait donner, c'est vrai que dans votre prise de parole tout à l'heure, vous avez évoqué les enseignements que l'Afrique devrait tirer justement de la chute de Bachar al-Assad, mais sur le plan international aujourd'hui, comment entrevoir justement ces relations de coopération, parlant justement de cette Syrie qui, une fois de plus, sera lorgnée par ces grandes puissances aujourd'hui. Comment, par exemple, comment vont évoluer les bases militaires russes déployées de ce côté, les relations avec l'Iran, entre autres, avec les États-Unis qui sont jamais très loin, qui sont toujours à côté. Mais il faut remarquer que les États-Unis étaient toujours, même quand Bachar al-Assad était au pouvoir, il y a une partie de la Syrie, d'ailleurs très riche en pétrole, qui était contrôlée par l'armée américaine. Les gens ne le savent pas assez. L'autre côté qui était aussi contrôlé par les Turcs, avec leurs affidés. Donc, cette partition de la Syrie est en marche. Mais ce que je redoute de plus, c'est ceux qui seront passés par le feu de l'épée. Il y aura des morts, des dizaines, voire des centaines de morts en Syrie. Ça va être des règlements de compte. D'aucuns décrivent un scénario à la libyenne, entre autres, quand ils regardent la chute de Muammar Kadhafi. Il y aura beaucoup de morts. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut faire une comparaison, patient parfum d'homme? Non. Mais du point de vue du mode opératoire et des résultats, il y a une comparaison qu'on peut faire. Mais du point de vue de la violence, on n'a pas encore atteint le même niveau de violence que ce qui s'est passé en Libye. Mais dans les jours qui vont venir, quand les feux des projecteurs vont quitter l'espace syrien, c'est à ce moment que, à mon sens, une véritable
guerre entre les communautés, entre ceux qui veulent imposer un nouvel ordre religieux. Il y aura beaucoup de morts en Syrie et là, ça va être la responsabilité de la communauté internationale, exactement comme on est en train de massacrer aujourd'hui à Gazaoui. Il y a beaucoup de gens qui seront massacrés au niveau de la Syrie parce qu'ils ne répondent pas à une certaine exigence des autorités, des nouvelles autorités syriennes. Et ça, c'est encore une fois de plus la responsabilité et des États-Unis et d'Israël qui a toujours cette phobie, cette illusion d'avoir un autre espace plus grand que ce qu'il a aujourd'hui, mais surtout de cette Turquie. Donc je continue de dire que le tout n'était pas de dire je vais rencontrer M. Assad pour qu'on puisse négocier et qu'on mette de l'eau dans notre vin de manière respective. Mais pourquoi la Turquie ne veut pas du tout entamer des négociations franches et sincères avec les Kurdes, par exemple? Et il y a aussi les Yézidis dans cette zone-là qui ont aussi beaucoup combattu d'ailleurs les rebelles de Daesh. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc il y a beaucoup d'incertitudes concernant surtout les populations de ces régions qui seront jetées comme ça en pâture par perte au profit par les Américains qui sont les maîtres, les grands maîtres de jeu de tout ce que nous voyons là et qui malheureusement vont être les perdants de cette nouvelle reconfiguration géopolitique sur le plan international. Et c'est ça qui me fend un peu le cœur. Donc, je dis aux Africains, attention. Voilà. Attention, je sonne une fois de plus par là. L'Afrique ne doit pas penser comme là, je prends un petit bout de ce qui vient de dire Bouba, que comme nous avons des alliés comme la Russie, la Chine, etc., et que bon, ça suffit, ils vont régler les problèmes à notre place. Personne ne viendra faire notre bonheur, n'est-ce pas, à notre place, donc contre notre propre consentement. L'Afrique doit réfléchir, nos intellectuels, nos jeunes, surtout, et là j'ai été émerveillé par le retour historique de Mme Linda. Il y a beaucoup de jeunes là maintenant qui sont en train de célébrer dans vos écrans. Mais comme ils ne connaissent pas l'histoire, comme ils ne sont pas au fait des enjeux géopolitiques de leur propre région, ils pensent qu'ils sont libérés. Mais il y a des lendemains qui déchantent, qui vont arriver à grands pas. Et là, ils vont bien constater qu'entre le monde qu'on leur a vendu et celui dans lequel ils ont vécu plus ou moins relativement paisiblement, il y a vraiment un fossé. Donc, à la jeunesse africaine, ne continuez pas seulement à envahir les bars. Ne continuez pas seulement à être devant les écrans des influenceurs, des influenceuses pour tourner les reins à longueur de journée. Le monde est violent. Le monde est méchant. J'ai bien peur que dans un avenir proche, si cette tendance-là s'accentue, parce que ça bouge un peu, nous serons le gâteau sur la table que les puissants seront amenés à, n'est-ce pas, à se partager le moment venu et avec les conséquences que nous connaissons, c'est-à-dire ce maintien presque quasi définitif de l'Afrique, surtout de sa jeunesse de demain, dans la position d'éternel esclave de l'humanité. C'est ça une raison pour laquelle nous, les panafricains, nous nous battons, ceux qui sont de toute façon sincères, pour que notre jeunesse se réveille et prenne leur responsabilité de telle manière que les décennies à venir ne soient pas des décennies où il n'y a pas de vision, de visibilité, mais aussi surtout de projet pour que nous aussi en Afrique, nous puissions émerger comme une hyperpuissance. La politique de Bantoustan, une fois de plus, vous avez vu la Syrie, je parle du monde arabe comme le monde africain, on a vu la vacuité de cette affaire-là où je vois au Gabon, chacun un président. Il y a un président au Gabon, au Congo, je ne sais pas, même en Guinée équatoriale, on en parle souvent sur le plateau parce qu'ils sont riches, ça ne veut rien dire. Quand les enjeux arrivent à un certain niveau, tout ça est balayé d'un revers de main et puis ces régimes-là tombent avec grand fracas. Merci, Patient Parfendo. Et c'est les populations, une fois de plus, qui vont, comment dire ça, qui iront à la casse. Et c'est ça qui est dommage pour l'humanité et l'humain que je suis. Voilà. Merci à vous, Patient Parfendo. On va faire un autre tour au standard avant de retrouver Linda Larbaoui pour son mot de fin. Notre appelant depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Allô? Oui, bonsoir à vous et bienvenue. Allô? Bonsoir et bienvenue à vous. Allô? Oui. Ok. Bonsoir. Merci. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir For You Media. Moi, je voudrais intervenir parce que j'entends beaucoup de choses qui me fâchent un peu sur le plateau. Et mon prédécesseur qui vient d'appeler.
j'ai l'impression qu'on laisse le problème et on veut jeter l'opprobre sur la jeunesse africaine qui serait endormie ou bien des gens qui ne veulent pas décoller. L'Afrique, aujourd'hui, tout le monde est conscient. L'Afrique se bat, tant bien que mal. Nous sommes dominés par des puissants depuis les années 60. Nous voulons nous en défaire. La jeunesse s'est toujours battue, la jeunesse africaine s'est toujours battue avec des élites, nos élites qui ont été assassinées. Il ne faut pas que nous oublions que l'Afrique se bat toujours et nos élites sont assassinées. Aujourd'hui, avec la géopolitique que nous comprenons aujourd'hui, pour battre un grand, il faut que tu sois soutenu par un grand. J'ai entendu le président qui dit c'est pas la Russie qui va venir libérer quelqu'un, c'est pas tant qui va venir libérer l'Afrique. Mais les Occidentaux qui sont là, ils empêchent l'Afrique de se libérer. Ils empêchent l'Afrique de se libérer. Ils empêchent l'Afrique parce qu'ils savent que l'Afrique est leur chasse gardée. C'est ici qu'ils font leur marché. Ils nous donnent des monnaies, ils nous donnent tout ce qu'il faut. Alors aujourd'hui, on a compris que pour se battre, pour se libérer d'eux, il faut qu'on appelle un plus grand comme eux pour venir nous aider. C'est ainsi qu'on fait appel à la Russie. C'est ainsi qu'on voit l'expansion russe partout. Donc aujourd'hui, là, pour se débarrasser de la France, il faut qu'un puissant vienne nous aider. Parce que la France est quand même la 5e puissance militaire mondiale. Aucune armée africaine ne peut se battre contre la France pour espérer nous libérer de quoi que ce soit. On veut notre dépendance monétaire, ils n'en veulent pas. On veut la démocratie chez nous, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de prendre un grand pour se libérer. Aujourd'hui, l'avancement du Sahel, c'est grâce à la Russie, c'est parce que la Russie est là. Sinon, Goïta et tous les Ibrahim Traoré ne seront pas là au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut reconnaître que pour se libérer, il faut se battre et il faut un soutien. C'est comme ça que le monde est fait aujourd'hui. Ceci dit, je vais parler de la Syrie. Ce qui se passe en Syrie, là, quand on dit aux gens que le terrorisme est soutenu par les Français et les Occidentaux, les gens croient qu'on est en train de s'amuser. On a vu hier toute la publicité qu'a fait France 24 sur les chaînes avec les invités. Ils sont heureux partout en Occident. On a vu LCI, TF1, tout ça, se réjouir de la victoire d'une rébellion et d'un groupe islamiste qui s'est emparé d'un pays. On peut reconnaître à Bachar d'être resté au pouvoir longtemps, lui et son père. Mais il ne faut pas saluer l'avancée du terrorisme qui s'est emparé d'un pays. Parce qu'on connaît les méthodes terroristes. C'est le djihad, c'est également, comment on appelle ça, la charia. Ils se sont emparés de l'Afghanistan, c'est comme ça, on sait ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que les gens saluent la victoire terroriste dans un pays. C'est vrai, on peut faire des jeux de mots, des tactiques, ça et là, mais ce n'est pas à saluer ça, ce qui s'est passé en Syrie. Ce n'est pas à saluer. Ça va ouvrir les portes sur l'Occident. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont s'emparer de l'Occident plus tard. Donc, ce n'est pas un truc à saluer. Et puis, bon, ceci dit, je vais parler de la Russie. Zelensky, il fait ce qu'on lui a demandé hier de faire. Après tous ces morts, après tout ça, aujourd'hui, il veut maintenant négocier avec Poutine. C'est ce qu'on lui avait dit hier. Il ne faut pas entrer dans l'OTAN du point de vue de la position de l'Ukraine par rapport à la Russie. Il ne faut pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Il n'a pas voulu, il s'est entêté avec les Occidentaux, ils ont provoqué une guerre. Aujourd'hui, ils veulent négocier après tous ces morts, après tous ces dégâts. Ils avaient pensé qu'ils pouvaient battre la Russie. Mais c'est un rêve. C'est pourquoi je dis que Zelensky, c'est un comédien. Aujourd'hui, il ne devait pas gouverner un pays comme l'Ukraine. Aujourd'hui, il veut négocier. Les Macron et tous les autres l'ont poussé à semer le chaos en Ukraine avec les soldats néo-nazis. Aujourd'hui, ils veulent maintenant négocier. Après tout ça pour ça, comme le disait un leader africain. Tout ça, pour venir négocier. Pour venir négocier à dire quoi? Est-ce que tous les territoires occupés seront restitués? Est-ce que Poutine va restituer tout ce qu'il a conquis? Je ne pense pas. Donc, pour moi, c'est très désastreux ce qui s'est passé et ce qui se passe dans le monde. Je vais m'arrêter là pour permettre aux analystes de s'exprimer. Merci beaucoup for you media.
Merci à vous depuis la Côte d'Ivoire pour votre contribution. Alors, j'hésite un tout petit peu s'il faudrait rester au standard ou alors permettre à Linda de dire également, pardon, de donner son mot de fin. Peut-être avant, on va accorder 2 minutes à cet intervenant, à cet appelant surtout. Bonsoir et bienvenue. Allô. Bonsoir, je suis Christophe Degré de Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, Christophe. Je pense que ce que disent les gens, ce que disent nos panélistes là, il y a des gens qui ne comprennent pas la politique, qui ne comprennent pas la géopolitique surtout. Actuellement, on dit Bachar el-Assad, parce qu'il n'a pas écouté les gens. Mais en Afrique, vous voyez, on dit la Russie aide. Mais si le peuple africain n'est pas derrière les dirigeants, le peuple ne se lève pas là, les Russes ne peuvent rien faire. Ce ne sont pas les Russes qui vont venir combattre pour les Africains. Et aujourd'hui, de nos jours, en Côte d'Ivoire ou partout les pays qui sont francophiles là, il y a des Occidentaux qui sont là. On est là en train de coopérer avec eux. Ils envoient du software, ils envoient ils changent des stratégies. Il n'y a pas de militaires, d'accord, mais ils enlèvent les militaires. Mais qui est là? Donc, c'est nous-mêmes qui devons combattre. On n'a pas de prendre les armes. Si on dit on va combattre contre on va changer les Occidentaux, qu'est-ce que nous avons? On ne fabrique pas les armes. C'est eux qui fabriquent les armes et c'est eux qui ont les munitions. On a oublié d'aller payer chez eux. La Russie elle n'est pas là pour nous aider, elle n'est pas pour nous exploiter. Mais elle vient parce que vous voulez sortir de là, elle vient vous aider. Mais c'est un échange, c'est une échange de marchandises. Je crois. Maintenant, eux, ils profitent parce qu'ils veulent leur sécurité à eux. Et puis bon, on a nos sous qu'on peut vendre des éléments, c'est tout. Mais il faudrait qu'on se dise que c'est nous, les Africains même. Le problème de Bachar el-Assad là, les gens l'ont trompé et ils pensent qu'il a gagné. Actuellement là, l'AES, les présidents de l'AES là, il ne s'agit pas de coopérer comme ça avec les Occidentaux. Il faut savoir, avec stratégie, coopérer avec eux. Il faut faire très attention. Parce qu'ils sont en train de passer dans les sociétés, dans les familles, dans le peuple. Et on va penser qu'ils sont avec nous. Et c'est là qu'ils vont sortir des rebelles. Donc vraiment, je vous remercie et bonne continuation. Merci à vous. Christophe, depuis la Côte d'Ivoire, Linda Larbaoui, pour sortir de l'émission, qu'est-ce qu'on retient de façon générale? La Russie, c'est un allié fidèle. Mais faut-il encore que l'autre partie marche dans les accords? Personne ne viendra sauver l'Afrique, c'est l'Africain qui sauvera l'Afrique. En 2014, j'ai cité tout à l'heure l'Irak ou la Libye, où les Russes n'ont pas intervenu. En 2014, l'OTAN s'était réunie pour qu'ils agressent l'Algérie. La Russie a mis son veto et la réponse russe elle est très importante. Quand il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique, on n'a pas utilisé le nucléaire. Pour l'Algérie, on l'utilisera. Pourquoi? Parce que l'Algérie est un allié et c'est un allié fidèle. La fidélité, il faut qu'elle soit des deux côtés. Et les deux armées, il faut qu'elles travaillent ensemble. Mais tant qu'il n'y a pas un gouvernement, et c'est ça que les Africains ne comprennent pas, je ne suis contre personne, mais au niveau des Nations Unies et des lois internationales, nous n'avons pas la puissance des États-Unis. Eux, ils font ce qu'ils veulent et nous, malheureusement, non. Donc, tant que on n'a pas un gouvernement légitime, eh ben, les Russes, ils laisseront en statu quo tout ce qu'ils ont signé. À bon entendeur, et l'Afrique ne sera sauvée que par les Africains. Mais j'aimerais que les Africains creusent davantage les problèmes géopolitiques. La Turquie a essayé de tirer son épingle du jeu. Le mot Kurdistan, Akrad veut dire l'éloigné, les éloignés. C'est un mot arabe. C'est une communauté qui s'est réfugiée là pendant l'Empire ottoman. Il n'y a pas de Kurdistan. Et c'est ce que les Turcs essayent de mettre en œuvre aujourd'hui, empêcher qu'il y ait une autre entité qui soit créée comme la Jordanie. Il n'y a aucun pays qui s'appelle Jordanie. Il a été créé ce pays pour protéger le futur État sioniste israélien. Mais la géopolitique, vous mettez une carte en face et vous mettez un échiquier, vous comprendrez beaucoup mieux
beaucoup mieux et arrêtons de croire la propagande. Merci. Linda Larbaoui, patient parfum d'homme, merci à vous, messieurs. Vous étiez d'ailleurs les invités de cette émission du Point sur l'actualité, la première de cette semaine d'ailleurs, édition du 9 décembre 2024. Merci à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, à la grande équipe de la réalisation. Nous vous disons merci. Très bon début de semaine à tous.